Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Les Terres indomptées de Lorraine Groff, lu par Corinne Kempa. Chapitre 1. La lune s'était cachée derrière les nuages. Le vent cinglait la neige glacée en diagonale. À travers une fente de la haute palissade noire, trop fine, semblait-il, pour laisser passer une personne, la jeune fille se faufila jusques au vaste, jusques aux terribles terres sauvages. Sa capuche tombait bas sur son visage. Frêle était-elle, osseuse, menue comme une enfant, réduite par la faim à presque rien, à sa racine, ses nerfs, ses fibres, ses tendons. Bien qu'affamée et aveuglée par les ténèbres, elle était preste. Elle se redressa, trébucha au premier pas et faillit choir, mais elle se rattrapa et détala à toute vitesse par les ornières gelées des champs, parmi le chaume du blé mort qui déjà l'été précédent était d'un noir de suie et dépourvu de grains rabougris par la maladie. « Plus vite, ma fille », se disait-elle, et tout à la peur et l'angoisse, ses jambes étaient plus vives encore. Ses bottes robustes, elle les avait volées au fils d'un gentilhomme, un garçonnet de la moitié de son âge, mais de la même taille, emporté la nuit précédente par la petite vérole, les pustules telles la rouille recouvrant ses os affamés. Les gants de cuir et l'épaisse cape, elle les avait dérobés à sa propre maîtresse. Elle chassa cette femme de ses pensées qui pleurait encore à genoux sur le sol gelé de la cour, au cœur de cet antre du diable. Chaque pas l'éloignait, et tout ce qui la retenait peu à peu perdait de son pouvoir sur elle. Un étrange éclat apparut pourtant sur la terre sombre du champ, et en s'approchant elle vit qu'il s'agissait de la chemise du soldat qui, 2 semaines plus tôt, avait été surpris tandis qu'il rampait lentement, fuyant l'horreur du fort pour gagner les horreurs différentes des bois. À mi-chemin de la lisière de la forêt, une ombre silencieuse, allongée sur le sol, avait pris corps, s'était dressée, se révélant le plus farouche des hommes de la contrée, un guerrier mesurant 2 têtes de plus que tous les hommes du fort, qui se donnait une allure plus terrible encore en arborant sur les épaules un large manteau sombre en plumes de dindon. D'une main, il souleva le soldat apeuré, et de son couteau lui tailla une large bouche humide et rouge en travers du gosier. Puis il le relâcha, et le sang de son cœur se déversa sur la terre glacée, et l'homme gisait là, mort, étendu, ignoble. Et tout ce temps, il était resté là, sans sépulture, car les soldats du fort étaient trop faibles et trop lâches, rongés par la faim qu'ils étaient pour s'en aller quérir le corps. Elle passa près du cadavre, dont l'extrême puanteur longtemps lui demeura dans les narines. Mais comme elle approchait des bois, de nouveau elle trébucha, car la pensée de ces 2 hommes avait fait naître en elle l'idée que d'autres encore rôdaient peut-être dans la forêt, et l'attendaient dissimulés. À présent, scrutant les ténèbres des arbres, elle vit une silhouette tapie en embuscade dans l'ombre plus noire et profonde de chaque tronc, peut-être armée d'un coutelas, d'une hache, d'une flèche, le meurtre froid dans ses prunelles. Elle s'arrêta pour respirer, mais elle n'avait point d'autre choix et, reprenant courage, elle poursuivit sa course. Et chaque fois qu'elle passait devant un homme imaginaire, celui-ci s'avérait n'être qu'une ombre. Elle avait choisi de s'enfuir, et ce faisant, laissait tout derrière elle, son toit, sa maison, son pays, sa langue, la seule famille qu'elle eût connue, la petite Bess, qu'on lui avait confiée quand elle n'était elle-même qu'une enfant de 4 ans, son innocence, sa capacité à comprendre qui elle était, les rêves de ce qu'elle pourrait devenir un jour si elle parvenait à survivre à cette famine. « N'y pense point, ma fille, se dit-elle, n'y pense point, sans quoi tu mourras de chagrin. » Et elle ne se retourna pas pour regarder les feux du fort peignant de rouge le ciel nocturne. Elle ne savait pas lire, mais elle était fort dévote. C'était une fille bonne et pieuse, qui écoutait les prêtres lire la Sainte Bible, qui buvait leurs paroles et qui avait fait sienne leurs longues phrases.
Elle savait qu'il fallait fuir, mais pas se retourner grâce à la femme de Lot, qui avait regardé en arrière une seule fois après avoir quitté Sodome, proie de la destruction, et que l'ire céleste et sa faiblesse transformèrent en statue de sel. Ce fut seulement en pénétrant dans la forêt que le vent retira ses doigts de sous ses jupes et de ses joues. Dans les bois, certes, il faisait moins froid, mais pas chaud pour autant. Elle s'arrêta et appuya le front contre l'écorce rugueuse d'un pin, et cette dureté sur sa peau la maintint tout entière. La lumière qui eût pu tomber d'en haut était absente, car les cieux étaient enveloppés d'une épaisseur de nuages. Les bois s'étendaient devant elle, denses comme la poix, bien que quelques pustules de neige luisissent au creux des arbres. Elle haletait, mais à force d'efforts, son souffle s'apaisa. Elle laissa le silence filtrer en elle, entre les arbres, et celui-ci lissa le souvenir de son pas plein de hâte, et elle se demanda si son fracas s'était avéré tel qu'il avait réveillé les hommes du fort, et puis ceux qui vivaient depuis toujours par ces contrées. Hommes connus, hommes inconnus. Les uns comme les autres pouvaient en cet instant ramper vers elle. Elle écouta les frottements, la musique du vent, tronc froid contre tronc froid, tels des violons qui cherchent à s'accorder. Mais elle ne décela nul bruit de pas, ni de brindilles cassées. Toutefois, l'absence de bruit n'était pas un vrai réconfort. Enfin, quand le sang fut calmé dans ses oreilles, elle entendit non loin de là le glou-glou du ruisseau, l'eau qui frottait la surface de la glace. Elle alla de l'avant d'un pas évanescent, et quand elle sentit la glace lisse dessous son pied, puis de la berge de pierre l'étroit ruban que le cours d'eau couvrait à la fonte des neiges, elle se mit à le suivre en direction du nord, heureuse d'échapper aux brindilles pointues tendues vers elle et aux fourrés qui tentaient d'agripper son visage et ses hardes. Dans la nuit, elle courait, courait, et le froid et le noir et la peur et l'ampleur de sa perte, les étendues sauvages, toutes ces choses rassemblées diminuaient en elle celles qu'elle connaissait, jusqu'à n'être plus rien. Être rien, c'est ne point exister. Être rien, c'est être sans passé. Il était aussi vrai, pensa la jeune fille, qu'un rien sans passé pouvait se trouver libre. Avec le temps, son esprit, pétrifié à force de fuir, se remit à penser. Et puis elle prit conscience des yeux posés sur elle. Elle avait beau y voir les yeux hostiles des hommes, il s'agissait en fait de ceux de la forêt, qui observaient cette créature nouvelle au pas pesant, à l'âcre puanteur et au souffle sifflant. Tous les oiseaux de nuit et les créatures qui rampaient demeuraient pétrifiés d'étonnement silencieux en la voyant passer. Quand ces bêtes ne la virent ni ne l'entendirent plus courir, quand les derniers relents de sa détresse se dissipèrent au voisinage des narines des animaux qui rampent, quand seule sa trace fut détectable sur les feuilles et la terre et la neige déplacées par ses pas, le temps des bois vibra et bondit de l'avant. Alors la déchirure induite par la fuite de la fille fut guérie, et derrière elle, les affaires ordinaires qui pour ces créatures avaient trait à la nourriture reprirent leur cours. Quelques heures seulement après sa traversée de la forêt, elle n'était plus pour elle qu'un songe étrange, à peine un souvenir dans l'urgence du moment. Ce furent peut-être des minutes, ou peut-être des heures, nul moyen de le dire, mais en tout cas ce fut une étendue de temps longue et épaisse à courir vers le nord en suivant le ruisseau, jusqu'à ce que la fille décelât un éclat plus sombre et profond, là où sa botte s'enfonçait, et dans la mollesse de la glace, elle sut que c'était l'eau qui coulait librement, hors de sa gangue de gel. Elle se baissa et retira ses gants de cuir avec les dents, puis enfonça ses mains transies entre ses jambes, jusqu'à ce qu'elle soit assez réchauffée pour se mouvoir, ouvrit le sac qu'elle transportait dans son poing-gourde, en sortit la timbale en plomb éteint qu'elle avait dérobée, elle la plongea dans le ruisseau, et elle but à longs traits. Le froid pourfendit ses entrailles, telle la pointe d'un couteau, ce qui lui causa moult douleurs. Ses dents se mirent à claquer dans les os de son crâne. Son estomac vide depuis 4 jours protesta d'être ainsi noyé. Elle rangea la timbale, attacha le sac à sa taille,
remontant sa cape et ses jupes pour qu'il demeure contre sa peau, afin qu'elle le sente sur sa chair, réconfortée par sa présence. Elle eut envie de s'abîmer dans un amoncellement de neige pour y dormir. La tête lui tournait et l'élançait, mais elle savait qu'elle ne pouvait s'abandonner. Alors elle se força à aller de l'avant, plus loin, toujours plus loin. Tout en courant ainsi, en son âme elle priait. Ô mon Dieu qui présidait au jugement des doux de cœur et qui fait advenir la lumière sur la création, malgré mes doutes et mes incertitudes, accordez-moi la grâce de vous demander ce que vous voulez que je fasse, afin que l'esprit de sagesse m'épargne de mauvais choix, et que par votre clarté je distingue la lumière et emprunte le droit chemin où je ne trébucherai point. Elle écouta, tendant l'oreille vers le gémissement rauque de quelque oiseau de nuit, émissaire divin d'un vent changeant qui transmettrait sa volonté, mais en guise de réponse ne subsistaient que les échos de son passage et de la bise qui s'en prenait à ses bois désintéressés. Et sa course reprit du pas le plus léger, et elle se rappela le réconfort du chant, et pensa que peut-être cela réchaufferait la lisière de sa peur, au point de la faire fondre jusque en son sein. Si bien qu'en son fort intérieur, à plein poumon, elle se mit à chanter le printemps tout bardé de joie, ce riz du triste hiver. La 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 la, et ainsi de suite. Elle connaissait tant de chansons, mais c'était la seule qui lui vint à l'esprit. C'en était même étrange, cette absence de chansons en tête, car des siècles plus tôt, elle avait incarné cette petite bouffonne qui dansait et divertissait, et qui savait par cœur des centaines de chansons. Mais une telle bouffonne pouvait seulement exister là où régnait l'indulgence et la liberté autorisant le rire. Il était donc naturel que dans sa fuite, toute autre chanson eût disparu. Nonobstant, cette unique chanson lui apportait un certain réconfort, bien qu'en telle circonstance, cet apaisement fût limité. La lune commençait à montrer sa face, et les bois formaient des bandes claires et sombres que pénétraient des lames de neige. Au-dessus d'elle, les cieux s'étaient déchirés, et la neige qui tombait désormais n'était plus constituée d'aiguilles de glace, comme lorsqu'elle avait fui le fort, mais de doux flocons lents qui s'amoncelaient sur les couches plus anciennes, effaçant les empreintes qu'elle laissait derrière elle. « Merci, bonne neige, pour ton aide, » pensa-t-elle. « Avance, ma fille, » lui disait la neige en tombant. Ce fut après cela que les voix descendirent des cieux. Au début, elle ne distinguait point ce qu'elles lui disaient, mais bientôt elles se firent plus fortes et prirent le ton de sa maîtresse qui la tensait. « Infâme créature, misérable vermine, ô Z, dernière des ignorantes, qui manque à ton devoir quand ta maîtresse aurait si grand besoin de toi. Il est dit que tu obéiras aux anciens, vous serez soumis les uns aux autres, vous serez vêtus d'humilité, car Dieu résiste à l'orgueilleux et accorde à l'humble sa grâce. » Ainsi la voix de sa maîtresse crachait à travers les bois sombres. Et s'oubliant elle-même, la jeune fille dit à haute voix à travers la neige. « Ah oui, mais le Saint-Livre ne dit-il pas « Fuyez dans les montagnes de crainte d'être consumés ?» Puis elle éclata de rire, car elle savait que c'était vrai, et qu'elle avait marqué un point. Mais la forêt de ce rire se lassa, fraqua à nouveau au cœur de son calme sommeil, et la fille se gifla la joue pour se faire taire, puis elle piqua des deux. La voix de la maîtresse tomba, tel un flocon, que la fille, tout à sa course, laissa choir derrière elle. La pleine lune émergea de sa courte pointe de nuages, et la nuit déclina. La jeune fille était fatiguée, si fatiguée. Elle ne courait plus guère que mue par l'air dans ses poumons et l'éperon de la terreur. Son souffle était visible aux volutes blanches dans son sillage. Une nouvelle voix lui glissa à l'oreille. « Pourquoi, ma fille, diriges-tu tes pas au nord ?»« Car je cours vers la vie, je cours vers les vivants, » répondit la jeune fille à cette voix nouvelle. « Loin d'une mort sûre et terrible, loin du démon qui parcourt invisible la colonie. » Vers ce qu'un jour, j'entreaperçus derrière l'épaule du gouverneur sur une carte, un parchemin,
Une large baie se dessinant à l'est et une échelle de rivière semblable aux rayons du soleil grimpant encore et toujours vers le nord et au-delà. Le gouverneur planta son gros doigt sur le plan, disant à l'homme à son côté qu'au sommet des contrées esquissées tout là-haut, dans le nord, étaient les colonies françaises, le Canada, et au sud, ici, les colonies d'Espagne, la Florida. Lors, rassemblant en hâte les affaires dans le sac juste avant de m'enfuir, je me dis à moi-même que, quoique les Français et puis les Espagnols soient infâmes papistes pour sûr, ils adorent tous le même Dieu et lisent le même livre saint. Et puisque nord et sud paraissaient à égale distance, je devais choisir les Français, car je ne parlais point la langue des Espagnols, tandis que j'avais eu l'avant-goût du français et je savais me faire comprendre. Mais ignores-tu donc l'immensité des lieux ? Dit la voix, cette fois d'un ton plein de mépris. Et la fille répondit : Non, mais ces terres devraient être plus limitées que mon lointain pays, si vaste par-delà les mers, où chaque champ est recouvert d'une telle épaisseur de légendes, de mythes, d'anciennes batailles, qu'un pas ne se fait pas seulement dans l'espace, comme en ce nouveau monde, mais à travers les couches du temps. Ici, il n'y a rien, hormis les terres, la glèbe et les montagnes, et les arbres ne connaissent point d'histoire. Ce lieu est tel un parchemin sur lequel on n'a rien écrit encore. Et quand bien même tu survivrais à ce voyage, reprit la voix, que penses-tu que ces infâmes papistes feraient d'une jeune fille comme toi, du corps nubile de la personne de sexe féminin que tu es ? Pitié, ne plonge point mes pensées dans de si noirs desseins, dit-elle d'un ton sévère. Mais la voix insista. Et toi qui n'as onc connu que confort et compagnie, qui toute ta vie a dormi auprès d'autres corps chauds, qui recherchait les autres au moindre instant de solitude, car elles t'étaient insupportables. Es-tu prête à te retrouver dans cet immense désert sans nulle figure amie ? Elle faillit en pleurer, mais n'en fit rien, et à la place elle répondit. Mais je ne suis point seule, car toujours dans mon cœur, je porte mon Dieu. Et en effet, elle sentait Dieu, telle une piqûre de lumière au tréfonds d'elle-même. Mais la voix dit. Et si jamais le durable péril n'était point l'homme, mais bien les étendues sauvages créées par Dieu. Dangereux paysage, avec ces bêtes qui rôdent et fondent sur leur proie. Et pour la première fois, elle repensa au froid mortel en ces jours de fin d'hiver, puis aux loups et aux lions des montagnes, aux serpents qui avaient fait leur ces terres farouches et incivilisées. Et encore, n'était-ce là que les périls connus, mais elle songea qu'il y en avait sûrement d'autres qu'elle ignorait. Des monstres insoupçonnés de l'imagination, des obstacles auxquels il était impossible de se soustraire. Quand elle était petite, et que Kit, le fils de la maîtresse, n'avait point encore fait d'elle son souffre-douleur, les rares fois où il avait su s'attendrir et l'avait prise sur ses genoux pour lui montrer les images terribles que renfermaient ses livres, elle avait vu un homme sans tête, aux yeux profondément enfoncés dans les épaules, avec une bouche sous les côtes. Un autre avec une tête de chien. Et Kit lui racontait de fabuleuses histoires que les garçons instruits seuls connaissaient. Ainsi lui parlait-il, par exemple, des lémures, âmes damnées des morts, et des lieux de l'océan où les marins étaient soit aspirés dans une gueule béante qui les mâchait, soit arrachés à leur vaisseau par une bête gigantesque qui les dévorait. Des femmes à énigmes au corps de lionne, des fées malignes qui volaient les enfants pour les élever dans leurs antres, sous les collines, et laissaient à leur place des bébés vagissants faits de glaise. Et ce qui n'était ni écrit dans un livre, ni narré par la bouche de Kit, son propre esprit véloce et bouillonnant pouvait le créer seul. Par exemple, une femme au crochet de vipère ou un nuage de poison noir se glissant lentement en suspension dans l'air. Elle savait que ce genre de monstre, assurément, pouvait bien prospérer dans une contrée si vaste et diverse que celle-ci. Et même les hommes du fort les plus farouches se sentaient terrifiés face au pire des terreurs que les bois recelaient, non pas les monstres ni les ours, mais l'homme intelligent rempli de haine les tuerait grâce à ses ruses. En outre,
Elle avait habité assez longtemps parmi les hommes du fort pour comprendre que même chez les siens, il y en avait de mauvais, car il était des gentilshommes dont toutes les filles murmuraient qu'il ne fallait pas s'approcher, des soldats en qui le démon luisait, des mercenaires qui tuaient aussi facilement qu'ils dormaient, et ce serait l'un d'eux qu'on enverrait la pourchasser. Elle savait qu'au moins l'un d'entre ces mauvais hommes serait dépêché à ses trousses, car ce qu'elle avait fait ne pouvait être toléré. Elle frissonna et chassa de sa tête l'idée de ces tortures que lui infligerait ce méchant homme si d'aventure il l'attrapait. Même un homme bon était plus dangereux que le pire des ours. Or, elle avait vu ce dont était capable un vieil ours aux yeux aveugles, barré de croix roses, à qui on avait rogné les griffes et arraché les dents de ses gencives noires. Dans les jardins le long de la rive sud, en pleine chaleur d'été, elle se tenait au milieu des gens raffinés, malades d'excitation sans pouvoir détourner le regard de ce cercle où le lourd ours esclave, misérable et nauséabond, était attaché à un pieu. Pourtant, quand on avait lâché 3 féroces molosses pour qu'ils déchirent la bête crasseuse et lamentable, celle-ci les avait calmement écartés, 1, 2, 3, et les 3 chiens blessés de se retirer en geignant dans quelque obscur endroit, pour y mourir seuls et en paix. Alentour, la foule injuriait les créatures, victorieuses ou vaincues. Mais la jeune fille était rentrée chez elle en emportant dans ses entrailles cette horreur froide, et cette nuit-là, le vieil ours misérable avait fait irruption dans ses pires cauchemars, découvrant ses gencives aux abcès soupirant d'un pu vert, jusqu'à ce qu'elle fût réveillée, malade, par les cloches matutinales. Ce célèbre ours guerrier n'était qu'un spécimen de ville qui ne connaissait point les denses forêts anciennes de ces contrées nouvelles. C'était un ours dompté. Un ours sauvage serait plus vicieux et brutal que ce qu'elle avait vu, comme tout ce qui vivait sur ces terres de ténèbres. Sa taille et sa férocité seraient démesurées, et les hommes seraient pires. Son corps vacillait à présent, son souffle était râpeux dans l'air froid. Elle devait désormais être à des lieues du fort, se dit-elle, et elle osa se retourner dans la direction où il devait se trouver. Mais elle ne détecta aucune trace de lumière dans les cieux. Aucun signe montrant que son peuple eût jamais débarqué sur ces terres. Et c'était bien. La voix revint encore une fois pour lui dire calmement : « Quand on est sotte, c'est pour toujours. »« Silence !» lui cria-t-elle intérieurement. Et la voix obéit et se tut. Et de nouveau, elle demeura entièrement seule dans les ténèbres effroyables. Chapitre 2. Elle continua sa course, bien qu'elle fût trop lasse, jusqu'à ce que la lune déclinât, tandis qu'au fil des heures, son corps, à force d'efforts, s'installait dans une chaude exaltation. Tout à coup, elle inspira le froid avec satisfaction. Ses jambes se firent légères et libres. Sa peau piquait, remplie de feu. Le plaisir de courir montait en elle, et de fragiles visions s'élevaient de concert devant ses yeux. Là, au cœur de la forme d'un orme déraciné par une tempête ancienne, dont les racines noueuses se détachaient sur fond de nuit, elle vit ruer un étalon noir et luisant. « Mais non, ma fille, se dit-elle, il n'est point d'étalon au Nouveau Monde, car les seuls chevaux qu'on trouvait étaient venus sur les bateaux, et depuis belle lurette, sous l'emprise de la faim, avaient été mangés. » Plus tard, en haut d'une éminence, dans la lumière d'argent obscur, elle vit le vent soulever la neige légère et la sculpter pour en faire une cité brillante, pourvue de toits, de cheminées, d'un clocher et même de fumée remontant par les cheminées jusqu'aux cieux, et cela réjouit tant son cœur qu'un cri lui échappa. Ensuite le vent tourna et mit à bas la cité féerique. Anéantie, elle poursuivit sa course. Enfin, s'élargit le ruisseau qu'elle longeait, et dans l'obscurité, les arbres s'ouvrirent, laissant voir au-devant une vaste étendue froide sous le clair de lune mourant. Il était là, le fleuve, figé dans sa blancheur verdâtre, et dessous la surface, au cœur des profondeurs, des eaux furieuses toujours torrentaient de l'avant. Tout d'abord vers la baie,
et puis jusqu'aux immensités glaciales des océans sauvages. Ce fleuve était si loin des lieux qu'elle avait fuis qu'il était fort probable, décida-t-elle, qu'un homme même assoiffé de sang comme celui qu'on lancerait à ses trousses depuis le fort renonce avant de parvenir jusqu'ici et s'en retourne chez lui, la queue entre les jambes. Car ces âmes qui s'étaient aventurées en ces contrées se trouvaient désormais, au terme de l'hiver, plongées dans l'horreur de la faim. Nombre des plus vaillants, à force de consomption, de diarrhée, de famine, étaient partis pour le royaume des morts, et même les plus vicieux parmi ceux qui avaient traversé l'océan avaient perdu de leur vigueur et étaient pris d'une étrange indolence, gisant tout le jour sur leurs couches, contemplant d'un œil vide les cieux livides, pissant la pluie et chiant la glace. Sur la berge, elle vit entre les rochers un creux juste assez large pour elle, dont elle fit aussitôt sa tanière, car les premières lueurs du jour poignaient à l'horizon, et elle serait bientôt visible aux yeux de toute créature aux alentours. Dans le renfoncement à l'abri des assauts du vent, elle réchauffa ses mains sous ses jupons dans la fente chaude de ses cuisses. Quand elle put remuer les doigts, elle détacha le sac et déposa ses biens précieux, 2 petites couvertures marron épaisses et chaudes, bien qu'infestées de poux, puis la hachette tranchante, puis le couteau, la timbale en plomb éteint au pâle éclat, puis le silex. C'étaient là les objets dont elle avait pensé à s'emparer dans le moment crucial. Elle eut pris de la nourriture, mais depuis bien des jours, il n'y avait plus rien de comestible à chaparder. Quand elle fut assez réchauffée dans son anfractuosité à l'abri du vent mugissant, elle courut vers un pin aux branches mortes qu'elle cassa, traîna vers les rochers et piétina, jusqu'à les réduire en morceaux assez petits pour qu'elle pût les porter dedans le renfoncement. Aux branches les plus petites, elle arracha une pleine poignée d'aiguilles sèches. Elle s'accroupit au fond du trou et frappa, 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 frappa le silex avec le manche de son couteau sans la moindre étincelle. Elle continua de frapper encore et encore, jusqu'à en avoir les mains gourdes et le visage mouillé de larmes de désespoir. « Étincelle, tombe sur cette feuille et enflamme-la » murmura-t-elle. « Père Tout-Puissant, ta servante te supplie de lui venir en aide. » Pendant longtemps, l'étincelle resta sourde à ses supplications, et par 2 fois, elle dut se réchauffer les mains entre les jambes pour qu'elle puisse se mouvoir. Enfin, une étincelle jaillit, qu'elle enveloppa d'aiguilles sèches et de feuilles mortes, puis elle souffla dessus. Mais l'étincelle était timide et faillit s'évanouir. Alors la jeune fille pria et souffla de nouveau. Et l'étincelle grandit, se fit vorace, engloutit un morceau de feuille morte, s'aperçut qu'elle en voulait plus, continua sa progression et devint une flamme joyeuse et pleine de vie. La jeune fille la nourrit jusqu'à ce qu'elle se transformât en petit feu bien chaud, et elle se sentit si pleine de gratitude, se délecta tellement de sa chaleur qu'elle eut envie de la mettre dans sa bouche pour l'avaler. La flamme dansait joliment, bougeant sa petite tête mutine telle une créature vivante. Quand la jeune fille fut certaine qu'elle était assez forte pour ne s'éteindre point, elle cracha dedans le feu pour se porter bonheur. Elle étendit une couverture de laine au sommet du renfoncement pour faire comme une tente et s'enroula dans l'autre. Dans la chaleur nouvelle du feu, l'obscurité de sa tanière, les rochers autour d'elle se réchauffèrent. Les flocons qui atterrissaient sur les pierres chaudes près du feu se vaporisaient dans un sifflement. Son corps, souffle après souffle, s'affranchissait de sa raideur. Elle se sentait bizarre, et très vite elle comprit que cette étrangeté venait du fait que, pour la première fois depuis des mois, elle ne grelottait pas de froid. Sa course de plusieurs lieues dans la nuit et puis ce feu nouveau l'avait bien assez réchauffée pour calmer de son corps les tremblements incontrôlables. Car en effet, entre autres misères du fort, tout le bois de chauffage avait été brûlé au cours de ce long siège, et ceux qui provenaient des maisons abattues étaient en premier lieu réservés aux personnes de qualité. Comme elle était simple servante, bien que naguère,
elle eût été la coqueluche de cette maison libérale au penchant artistique, on l'avait reléguée parmi les personnes de deuxième catégorie, abandonnées aux dents acérées et avides du froid. Transformée en glaçon le jour, elle pouvait seulement la nuit se faufiler dans la chaleur de la petite Bess au corps fiévreux, en tentant de la réchauffer en retour. Le renfoncement rocheux était dorénavant d'un confort si inattendu qu'il apaisa la panique et l'horreur intense qu'elle éprouvait, et elle eut tôt fait de sombrer dans un profond sommeil. Elle était plongée dans une telle inconscience qu'une bête se fût-elle approchée pour lui lécher la face, ou le soldat furtif qui désormais suivait sa trace à travers l'aube, eût-il couvert en un éclair les lieux qui les séparaient afin de s'approcher dans le silence, son couteau à la main, elle ne se fût point réveillée assez vite pour avoir peur. Chapitre 3. À la surface de la glace, le vent faisait tourbillonner de petites volutes de flocons avec une frénésie morose. La lumière se renfonça, la berge opposée apparut, se détachant clairement de l'ombre. La fille se fût-elle réveillée pour assister à ce spectacle, elle eût vu une file d'enfants et de femmes nés sur cette terre venir les unes derrière les autres de leur village jusqu'au rocher de l'autre rive. Bientôt 2 feux s'élevèrent, révélant comme la glace du fleuve avait été soigneusement taillée afin d'y puiser de l'eau et de s'y baigner. Dans la lueur de l'aube, au loin, les corps s'enfonçaient dans le fleuve malgré le froid, se jetant dans l'eau tout en s'aspergeant, puis en ressortaient aussi vite afin d'aller se réchauffer auprès du feu. Et les dizaines d'enfants et de femmes bien nourris luisaient dans la lumière des flammes et dans l'aurore timide. Eût-elle été plus près, la jeune fille eût pu constater que toutes portaient sur le corps une couche épaisse d'onguents, mélange de graisse, d'herbe et de terre, qui leur tenait chaud en hiver, protégeait du soleil par les mois suffocants, et en toute saison des piqûres des insectes. Elle eût pu constater que ces gens-là n'allaient point nus comme des vers, ainsi que les siens le pensaient, mais vêtus de tenues entièrement lisses, portées près de la peau, qui épousait les mouvements de leur corps. Quoique plongée dans le sommeil le plus profond, la jeune fille ouvrit les yeux, se redressa pour regarder tout autour d'elle, et en plein songe, elle vit les silhouettes de l'autre côté du fleuve, qui cuisaient leur viande et leur pain, les mères lançant en l'air de gros morceaux de mousse pour que leurs enfants y décochent de minuscules flèches, et même les plus jeunes qui vacillaient encore sur leurs petites jambes s'y essayaient déjà. Glissant dessus les eaux, lui arrivèrent rires et voix indistinctes, tellement transformées par la distance et par le vent et le sommeil, qu'elle crut que ces bruits étaient ceux de sa ville qui s'éveillait avec le jour. Après l'épais brouhaha qui avait traversé les eaux gelées, vinrent les odeurs de cuisine et de fumée mêlée que des tréfonds de sa torpeur la jeune fille sentit. Mais elle avait imaginé la nourriture au cours de ces mois de disette de manière si vive au fort que c'en était devenu presque réel, et à travers son rêve, elle crut que cette nourriture-ci était aussi une fantasmagorie. Pourtant, sa bouche se mit alors à mâcher et à avaler, jusqu'à ce que dans son sommeil, son appétit fût rassasié. Ses paupières se closirent sur ses yeux assoupis. Elle se rallongea et continua de dormir, et à mesure que s'écoulait la matinée, les femmes et les enfants éteignirent les feux, puis s'en retournèrent par le chemin à leur village. Elle dormit, 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 et ce faisant, émergèrent dans ses songes ses terreurs nocturnes. Celle-ci ne lui était point étrangère. Elle lui rendait visite bien avant même qu'elle eût appris à s'exprimer, quand le monde était encore neuf et rempli de surprises, et que sous l'apparence de ses perceptions, il lui semblait qu'en permanence battaient d'affreuses choses. À présent, elle voyait s'élever dans les prés des créatures faites d'os et dépourvues de chair, des plaques de glaise tombant des articulations et se brisant au sol, et leurs vertèbres claquaient à mesure qu'elles bougeaient. Elles étaient toutes noires et desséchées, car dans un pré aussi gris et désert que celui qu'elle voyait à travers son cauchemar, seuls les morts pouvaient faire avancer leurs squelettes fantômes. La faim aiguisait ses visions,
bien que celles-ci eussent toujours été pour elle de sinistres compagnes nocturnes et qu'elle eût l'habitude de se réveiller en proie à des angoisses suite à leur visite. Naguère en ville, dans la demeure de la maîtresse, alors même qu'elle était nourrie et abreuvée jusqu'à n'en pouvoir, et qu'elle couchait sur une paillasse de roseaux verts mêlés d'herbes fraîches, elle avait vu de curieuses horreurs dans son sommeil. Des vautours faits de nuit, des flaques de ténèbres huileuses s'assemblant au plafond, qui grossissaient à la manière de gouttes de pluie et descendaient sur elle avec des griffes et des visages hurlants. Lorsqu'elle s'éveilla seule dans l'infractuosité, ses cauchemars nocturnes avaient sonné le glas de ce confort qu'elle avait éprouvé dans la chaleur du feu, et elle se sentait vide tout au fond de son âme. Toute sa vie, sa première pensée au réveil avait été pour Bess, sa faim, ses besoins, son bonheur. Maintenant qu'il n'y avait plus de petite Bess à qui songer, elle était pétrifiée sur place. Elle ignorait comment penser avant tout à elle-même. Le feu ressemblait à des fourmis rougeoyantes. Son corps était encore si harassé par sa longue fuite qu'elle laissa échapper un petit cri en se pliant en deux pour souffler sur la flamme, dans l'espoir de la ranimer. La couverture au-dessus d'elle était humide car le vent y avait déposé des flocons qui fondaient sous la chaleur. Elle repassa en pensée la distance parcourue dans la nuit tout en se demandant si on l'avait suivie. Elle eut mal air, comme s'il pouvait la renseigner. Ni le chemin ni l'air n'avaient rien à lui dire. Le monde, elle le savait, était pique sauvage. Il était juste indifférent. Il se moquait éperdument de ce qu'elle pouvait devenir. Elle n'était qu'un grain de sable, un flocon, une poussière emportée par le vent. Bien au chaud dans l'infractuosité du rocher, elle sentit poindre en elle la décision qui lui incombait. Soit elle traversait le fleuve périlleux à la glace minée par le dégel, soit elle poussait vers l'ouest en suivant cette berge afin de trouver un endroit où elle pût passer à gué. Dans sa bouche, sa langue lui paraissait trop grosse, toute raide et desséchée. Alors elle prit la hachette et la timbale, puis se leva en gémissant, bien qu'elle dût faire silence, car c'était par trop douloureux. Elle grimpa sur les rochers à quatre pattes, risquant d'être aperçue par quiconque depuis l'autre rive, et ensuite elle s'enfonça dans les ténèbres de la forêt. Tandis qu'elle se frayait un chemin en rampant, elle se sentait lasse, jusque dans la moelle de ses os à force de faim, à force de froid. Et pourtant de l'avant, elle allait sans faillir, droit vers le murmure du ruisseau. Là, elle s'accroupit sur les racines rugueuses d'un chêne immense, releva ses jupons, et le froid vint caresser ses fesses nues pendant qu'elle pissait à croupeton, si chaudement que sa pisse lui revint dans la face sous forme de vapeur. Derrière un des rochers, il y avait un trou au milieu de la glace où l'eau s'écoulait librement, et avec précaution, elle glissa sur la surface, s'agenouilla au bord du trou, puis remplit la timbale et but jusqu'à ce que le froid lui fît tourner la tête. Elle retira ses gants, ferma les yeux pour ne pas voir à quel point ses mains étaient rouges, et elle plongea celles-ci dans l'eau glaciale, puis elle frotta. Mais lorsqu'elle les ressortit, car elle ne les sentait plus à croire qu'elles n'étaient plus siennes, elle vit qu'il demeurait encore des cercles de sang incrustés autour de ses ongles, et elle remit ses gants en hâte pour les dissimuler et les réchauffer de nouveau. En baissant le regard, elle vit apparaître dans le croissant laissé par le talon de sa botte sur la glace quelque chose de brillant. Elle s'y pencha de plus près, un œil d'or la fixait sans ciller. Elle frotta plus fort et découvrit qu'il s'agissait de la tête d'un gros poisson pris dans la glace, dont les lèvres bleues baisaient la surface. « Oh, ne pleure pas, ma fille !» se réprimanda-t-elle devant l'incroyable surprise de ce cadeau. Pourtant le monde se fit liquide et chaud dedans ses yeux. Elle avait été entendue. « Ô Seigneur plein de grâce, je vous remercie pour votre miséricorde, » dit-elle tout haut. Après quoi elle prit la hachette, commença de casser la glace avec soin autour de la bête, libéra les ouïes avec moult précautions, puis le corps, recourbé dans sa gangue, la nageoire dorsale, les nageoires pectorales, et le ventre pâle et charnu dessous. Elle était lente et délicate, essayant d'étouffer de sa cape le bruit de l'outil.
Quand elle sentit que ses genoux gelaient sur place, elle perdit patience et se mit à frapper fort pour extraire le poisson. Mais dans son empressement, elle laissa un gros bout de queue prisonnier de la glace. Puis elle fourra timbales et Hachette dans son corset et se baissa pour prendre le poisson dans ses bras. Mais elle était si faible et frêle qu'elle put à peine le soulever. Et quand elle parvint à se redresser, il était si lourd et si froid qu'elle dut le laisser choir de nouveau sur la glace, qu'il heurta lourdement. Elle fixa un moment le poisson devant elle, puis à coups de pied le poussa vers la baie. De la sorte, elle fit avancer la créature gelée jusqu'à sa tanière dans les rochers, où elle espérait que le feu brûlait toujours, réchauffant air et pierre. En chemin tout d'abord, le poisson perdit ses écailles, laissant derrière lui un sillage d'argent, puis ce fut sa peau épaisse dont elle ramassa des morceaux, qu'elle mit dans sa bouche pour goûter. Son estomac si longtemps vide se révulsa. Enfin, elle atteignit le fleuve, accompagnée de son poisson, et se trouva soudain largement exposée. Eut-il des yeux pour la guetter, ce dont elle avait bien le sentiment. Elle espéra que ses yeux fussent seulement ceux des corbeaux, nombreux à l'orée des forêts, qui commentaient à grand fracas son combat avec son poisson et qui se riaient d'elle de leur voix éraillée et méprisante. En hâte, elle poussa l'animal sur la glace irrégulière de la rive et vit enfin la couverture étendue telle de la mousse au-dessus du renfoncement dans les rochers. Alors elle enfila les mains dans les ouïes et traîna le poisson à reculons sur les pierres de la berge, puis d'un coup de pied, elle le fit basculer dans sa tanière, où le feu atteignait à peine la taille d'une bougie. Sous la tente de Fortune, le poisson paraissait si grand qu'il lui sembla ne plus rester de place pour elle. Elle contempla... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.